Prenez cette carte ou quittez cette maison sur-le-champ. La voix d'Antoine Duval, 52 ans, milliardaire parisien au menton carré et à la cravate impeccablement nouée, tranche l'air comme une lame. Il tend une carte de crédit des Noirs, mat, vers Fatou Ndiaye, 28 ans, domestique aux épaules droites et à la peau ébène luisante sous la lumière filtrée. Elle recule d'un pas, ses doigts tremblants serrés sur l'ourlet de son tablier blanc, refusant de toucher l'objet. Les 3 autres femmes, alignées comme des trophées dans le salon, observent avec des sourires aiguisés. Chloé Moreau, 35 ans, designer de mode aux ongles vernis, rouge sang, croise les bras et tapote du pied, impatiente. Élodie Bertrand, 40 ans, avocate aux lèvres pincées et au tailleur gris, anthracite, ajuste ses lunettes d'un geste sec, calculant déjà. Léa Fontaine, 25 ans, mannequin aux cheveux cascadants en boucles blondes, se mordille la lèvre inférieure, les yeux pétillants d'avidité. Antoine pivote, son poing, serré autour des autres cartes, et les distribue une à une avec un claquement sec contre la paume de chacune. 3 jours, dépensés sans limite. Montrez-moi où vous êtes vraiment. Chloé attrape la sienne d'un mouvement fluide, la glisse dans son sac Hermès, sans un mot, mais son pouls accélère, battant contre sa tempe. Élodie la saisit, la retourne entre ses doigts, comme un contrat à examiner, un rictus victorieux étirant ses joues. Léa la presse contre sa poitrine, un rire étouffé échappant de sa gorge, imaginant déjà les boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré, vidées de pour elle. Fatou secoue la tête, ses tresses noires balayant ses épaules. « Monsieur, je ne peux pas, ce n'est pas à moi. » Ces mots sortent d'Ingba, mais fermes, comme un mur dressé contre une tempête. Antoine s'avance d'un pas, son souffle chaud, effleurant son visage, et force la carte dans sa main. Ses doigts, à lui, calleux des poignées de main d'affaires, écrasent les siens, fins et abîmés par les tâches ménagères. Vous êtes sous mon toit depuis 2 ans, Fatou Ndiaye, venu du Sénégal pour gratter des miettes. Prenez-la ou partez, et n'emportez que vos illusions d'honnêteté. Elle ferme les yeux une seconde, les paupières tremblantes, puis ses doigts se referment sur la carte, le plastique froid, mordant sa peau. Un frisson parcourt son dos, mais elle redresse la tête, son regard noir planté dans le sien, sans fléchir. Chloé ricane, un son aigu qui rebondit contre les murs invisibles. Elle va sûrement l'utiliser pour des billets d'avion vers l'Afrique, ou pire, pour sa famille de profiteurs. Élodie hoche la tête, son stylo plume cliquetant contre sa montre en or. C'est un test après tout. Voyons si l'immigré résiste à la tentation. Léa s'approche, son parfum sucré envahissant l'espace, et effleure l'épaule de Fatou d'un geste faussement compatissant. « Allez, ma pauvre, 3 jours pour rêver grand. Ne sois pas stupide. » Fatou retire son épaule d'un mouvement sec, la carte glissée dans sa poche, pesant comme un fardeau. Antoine recule, croise les bras, son cœur battant plus fort qu'il ne l'admettrait. Un doute fugace traversant son esprit. Mais il le chasse d'un clignement d'yeux. Sortez toutes, le chronomètre tourne. Les femmes s'éparpillent. Chloé compose déjà un numéro sur son téléphone, ordonnant un chauffeur. Élodie note des idées sur un bloc, sa plume grattant furieusement. Léa poste une story sur son portable, filtrée pour briller. Fatou, dernière à partir, ferme la porte derrière elle d'un clic doux, mais ses pas dans le couloir résonnent comme un défi silencieux. Antoine s'assoit, frotte son menton, le rapport de surveillance déjà activé sur son écran. 3 jours pour démasquer les masques, mais au fond de sa poitrine, une étincelle d'incertitude s'allume, nourrie par les souvenirs des conversations volées avec Fatou, où elle écoutait ses regrets de divorce et sans juger, offrant seulement un silence empli de sagesse venu d'un continent lointain. Dans les heures qui suivent, les dépenses affluent. Chloé assaille les bijouteries,
ses cartes de visite claquant sur les comptoirs. Élodie négocie un appartement sur la côte, son téléphone chauffant contre son oreille. Léa réserve des jets privés et des fêtes, ses rires résonnant dans les hôtels. Fatou, elle, marche vers un bureau de poste, la carte brûlante dans sa poche, son esprit tourné vers Dakar, où sa mère attend une dialyse vitale. Son père cherche du travail. Ses frères luttent pour leurs études. Elle compose un virement, les chiffres tapés d'une main ferme, chaque euro, un acte de survie plutôt qu'un caprice. Antoine, observant les flux sur son moniteur, fronce les sourcils. Les extravagances des 3 premières le confirment dans ses préjugés. Mais les choix de Fatou, modestes et altruistes, plantent une graine de remords qu'il ignore encore, sirotant son cognac d'un geste habituel, le verre tintant contre ses dents. Fatou serre la carte dans sa paume, le plastique craquant sous la pression de ses ongles courts, usés par les lavages quotidiens. Ses épaules se raidissent, un mur invisible se dressant contre le regard perçant d'Antoine, qui recule d'un pas, les bras croisés, son alliance divorcée 3 fois, brillant sous la lampe. Elle ne dit rien, mais ses lèvres se pincent, une ligne fine comme un fil de soie tendu à rompre. Chloé, déjà à la porte, fait claquer ses talons sur le marbre, son sac ballottant comme un trophée conquis. Enfin libre pour choper, 3 jours de pur délice. Son rire rebondit, acide, tandis qu'elle compose un message, doigts volant sur l'écran, réservant une suite au Plaza Athénée pour planifier ses assauts sur les vitrines. Élodie suit, son attaché-case cognant contre sa hanche, un sourire calculateur étirant ses traits anguleux. Elle glisse la carte dans une pochette intérieure, la fermant d'un zip sec. Investissements intelligents, un appartement à Monaco, peut-être, ou des actions en tech. Ses yeux balaient ceux la pièce, évaluant déjà les retours potentiels, ignorant Fatou comme un meuble superflu. Léa, la dernière des 3, tournoie sur elle-même, sa jupe virevoltant, et presse un baiser sur la joue d'Antoine, laissant une trace de rouge à lèvres. « Merci, chérie. Je vais faire exploser les compteurs. » Elle sort en sautillant, son téléphone déjà à l'oreille, appelant des amis pour une virée nocturne. Fatou reste figé une seconde de plus, puis pivote sur ses semelles usées, traversant le couloir d'un pas mesuré. Chaque foulée, un acte de résistance muette. Dehors, l'air parisien froid lui fouette le visage, mais elle ne frissonne pas. Au lieu, elle enfonce la carte plus profondément dans sa poche, un poids étranger contre sa cuisse. Dans le métro bondé vers son studio à Saint-Denis, elle s'accroche à la barre, ses pensées se filant vers Dakar. Sa mère, Aminata, 55 ans, haut tyrin défaillant, attendant une dialyse dans une clinique surchargée. Son père, Ibrahima, 60 ans, arpenteur sans emploi, fouillant les marchés pour des bricoles. Ses frères, Mamadou et Ousmane, 20 et 22 ans, luttant pour payer leurs frais universitaires en ingénierie. Arrivée chez elle, elle claque la porte du minuscule appartement, les murs fins vibrants. Elle s'assoit sur le lit défait, extrait la carte, la fixe comme un serpent venimeux. « Pourquoi moi ?» murmure-t-elle, mais ses doigts tremblants composent déjà un numéro international. La voix de sa mère crachote à travers le haut-parleur. « Fatou, ma fille, comment vas-tu ?» Elle avale sa salive, la gorge serrée. « Maman, je vais arranger ça. » Sans hésiter, elle transfère les fonds. 20 000 € pour la greffe rénale privée, un virement qui fait clignoter l'écran de confirmation. Puis, pour ses frères, 10 000 € chacun pour les semestres à venir, libérant leurs épaules du fardeau. Et pour son père, 15 000 € pour relancer un petit commerce de tissus. Ses actes sont précis, chaque clic un coup de couteau contre la précarité. Elle se souvient des soirées où, nettoyant le bureau d'Antoine, elle l'écoutait déverser ses amertumes, les trahisons de ses ex-épouses, le vide de sa fortune.
La solitude est un poison lent, monsieur, lui avait-elle dit une fois, essuyant une poussière imaginaire, ces mots simples perçant son armure. Il avait hoché la tête, surpris, mais elle n'avait pas insisté, reprenant son balai d'un geste fluide. Maintenant, avec la carte presque épuisée sur l'essentiel, elle s'autorise un seul caprice. Un billet d'avion pour Dakar, 500 € pour serrer sa mère dans ses bras. Le reste, un livre de poésie de Léopold Sédar Senghor, 12 € glissé dans un panier en ligne. Un baume pour son âme fatiguée. Fatou se lève, range la carte dans un tiroir, son cœur battant d'un mélange de culpabilité et de fierté. 3 jours pour transformer un piège en salut. Elle n'a pas cédé à l'avidité, mais à la nécessité, ses choix gravés comme des actes de loyauté familiale. Pendant ce temps, les rapports affluent vers Antoine. Les folies des 3 autres, des millions évaporés en frivolité, contrastant avec la modestie de Fatou, un écho à ses conseils passés qui commence à ronger son assurance. Antoine claque la souris contre son bureau, les rapports numériques défilant sur l'écran comme des accusations muettes. 3 jours écoulés et les chiffres claquent. Chloé a dévoré 850 000 € en un tourbillon. Un collier de diamants chez Cartier, scintillant sous ses flashs Instagram, suivi d'une Porsche 911 rouge sang garée devant son atelier, le moteur ronronnant encore quand elle poste la photo. Ses becs et doigts, toujours tapotant nerveusement sur les comptoirs, ont signé des factures sans un regard en arrière. Chaque achat un clou planté dans l'ego d'Antoine. Élodie, plus méthodique, a englouti 1,2 million. Un appartement en front de mer, à Nice, papier signé d'une main ferme. Son alliance professionnelle brillant sous les lumières notariales. Elle a investi le reste en actions boursières, son téléphone vibrant de confirmation, un sourire froid étirant ses lèvres alors qu'elle calcule les rendements futurs, ignorant le vide qu'elle creuse dans le compte d'Antoine. Léa, explosive, a flambé 700 000 €. Une suite au casino de Monte-Carlo, champagne coulant à flots lors d'une fête improvisée, puis un vol privé vers les Maldives, son corps s'étirant sur un yacht loué, selfies filtrés inondant ses réseaux, chaque euro un cri de victoire éphémère. Antoine frotte son front, une veine pulsante à sa tempe, mais c'est le rapport de Fatou qui le fige. 62 000 € seulement. Pas de bijoux clinquants, pas de villa somptueuse. Au lieu, un virement urgent vers une clinique de Dakar pour la greffe rénale de sa mère, 25 000 € arrachés à la mort imminente, suivis de paiements pour les inscriptions universitaires de ses frères. 15 000 € chacun, libérant leurs rêves d'ingénieurs des chaînes de la pauvreté. Puis, un billet d'avion économique pour Dakar, 700 €. Et enfin, un livre de poésie de Senghor, 12 €, commandé en ligne d'un clic discret. Ses yeux s'attardent sur ces lignes, un nœud se formant dans sa gorge. Il se souvient, ces moments où Fatou, épongeant le sol de son bureau, l'écoutait déverser ses frustrations sur ses mariages ratés, ses ex-épouses avides. « La richesse isole, monsieur », avait-elle murmuré une fois, relevant la tête d'un geste lent, ses yeux noirs reflétant une compassion sans pitié. Pas de jugement, juste une écoute profonde, venue d'une vie forgée dans l'adversité sénégalaise. Il avait haussé les épaules, alors, mais maintenant, ses mots reviennent comme un écho accusateur, ses poings se serrant sur les accoudoirs. Un remords naissant lui tord l'estomac, acide comme du vinaigre. « Comment ai-je pu la juger, ainsi ?» murmure-t-il, se levant d'un bond, arpentant la pièce d'un pas saccadé. Les extravagances des 3 autres confirment ses soupçons, des prédatrices masquées sous des sourires polis, mais Fatou, ses dépenses hurlent une vérité brutale, altruisme pur, un cœur tourné vers les siens, pas vers l'opulence. Il appuie sur un bouton, ordonnant un rapport détaillé, les images de surveillance affluent. Chloé riant dans une bijouterie,
Élodie signant des contrats avec un stylo-plume acéré. Léa dansant sur un yacht ivre de luxe. Puis Fatou dans un cybercafé discret, tapant les virements avec une concentration farouche, ses lèvres murmurant une prière en wolof. Le doute s'insinue, fissurant son armure. Il sirote un whisky, le liquide brûlant sa gorge, mais le feu intérieur est plus vif. Un regret naissant pour son préjugé racial, pour avoir vu en elle une opportuniste venue d'Afrique. Elle a sauvé des vies avec ça, grogne-t-il, jetant le verre vide qui roule sur le tapis. Les heures passent, les rapports s'accumulent, chaque notification un coup de marteau sur sa certitude ébranlée. Fatou, de retour à son studio, ignore tout, mais Antoine, seul dans sa tour d'ivoire, sent le sol trembler sous ses pieds, un premier craquement dans son monde de certitude. « Revenez toutes les quatre, immédiatement !» La voix d'Antoine Duval tranche le silence du téléphone, son index martelant le combiné comme un verdict. Il raccroche sans attendre de réponse, son pouls cognant contre ses tempes, le regret bouillonnant dans sa poitrine comme un acide corrosif. 3 jours de surveillance ont gravé les faits, les folies des 3 Françaises, des millions évaporés en caprices égoïstes contre la retenue de Fatou, un acte de pure générosité qui le hante maintenant. Il arpente le salon, ses chaussures claquant sur le parquet, revivant ces nuits où elle, balai en main, absorbait ses confessions sur ses divorces amers. La famille est un ancrage, monsieur, avait-elle glissé une fois, ses mains s'arrêtant net sur le chiffon, offrant une sagesse brute forgée dans les rudes de Dakar. Les voitures arrivent, en rafale. Chloé descend de sa Porsche neuve, clé tintant entre ses doigts, un nouveau collier scintillant à son cou comme une médaille volée. Élodie gare son Audi avec précision, dossier sous le bras, ses lèvres pincées en une ligne de défense prête. Léa émerge d'un taxi, sac de shopping empilé, son rire forcé masquant une fatigue post-fête. Fatou arrive la dernière, à pied depuis le métro, ses pas mesurés, la carte rendue glissée dans sa poche, son visage impassible sous les tresses serrées. Antoine les aligne d'un geste sec, son regard balayant leur visage. « Montrez-moi ce que vous avez fait de mon argent. » Chloé dégaine son téléphone, photo défilant. « Regardez ce diamant, et la voiture, un rêve absolu. » Ses ongles claquent sortent sur l'écran, un tic nerveux amplifiant son arrogance. Élodie extrait des contrats, les étalant comme des preuves. Un investissement solide, l'appartement double de valeur en 1 an. Son stylo cliquette contre sa montre, un rythme calculateur. Léa rit, vidant un sac, fêtes inoubliables, et se vole pour les Maldives, divin. Ses boucles blondes secouées d'un mouvement théâtral, elle ignore le froncement de sourcils d'Antoine. Fatou reste muette, mains croisées devant elle, ses doigts entrelacés serrés jusqu'aux jointures blanchies. Antoine pivote vers elle. « Et vous ?» Elle extrait un relevé imprimé, le temps d'une main stable. « Pour ma mère, pour mes 2 frères, rien d'autre. » Ses mots tombent comme des pierres, sans fioriture. Il saisit le papier, les yeux dévorant les lignes. Virements médicaux, frais scolaires, un billet modeste. Un silence s'abat, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge lointaine. Soudain, le téléphone de Fatou vibre dans sa poche. Elle le sort, hésite, puis répond en un murmure. L'écran s'allume sur un appel vidéo. La voix de sa mère, faible mais joyeuse. « Fatou, la greffe est programmée. Tu as sauvé ma vie. » Fatou sourit à peine. « C'est pour vous tous, maman. » Pas de vantardise, juste un soulagement pur, ses yeux s'humidifiant une fraction de seconde avant qu'elle raccroche. Antoine, figé, sent une lame le transpercer. Il a entendu, vu la vérité brute, pas de gloire, seulement du dévouement. Chloé roule des yeux, pathétique, elle n'a même pas profité. Élodie croise les bras, un gaspillage sentimental. Léa pouffe. Au moins, nous avons vécu.
Antoine les fait taire d'un geste tranchant, son cœur cognant. « Sortez, sauve-vous, Fatou !» Les trois s'éclipsent, murmures acerbes dans leur sillage. Seul avec elle, il s'assoit, la voix rauque. « Parlez-moi de votre famille. » Elle hésite, puis s'ouvre. Récit de Dakar, de lutte quotidienne. Ses mots fluides comme un fleuve nourricier. Il écoute, pour la première fois, vraiment, ses poings se desserrant, un pont se formant entre leurs mondes. Le regret s'approfondit, une crevasse dans son arrogance, le poussant à sonder plus loin, et là, dans ses paroles, une allusion à un héritage partagé, un fil ténu vers un passé colonial qui le glace. Fatou descend de l'avion à Dakar, le soleil sénégalais lui giflant le visage comme une main familière, ses pas accélérant sur le tarmac craquelé. Elle serre son sac contre sa poitrine, le billet financé par la carte encore brûlant dans sa mémoire. Mais ses pensées volent vers la clinique où sa mère attend. Aminata, affaiblie par les dialyses interminables, tend les bras dès qu'elle entre, ses mains tremblantes, agrippant les épaules de Fatou. « Ma fille, tu es venue. » Fatou presse son front contre le sien, le tissu de son boubou absorbant les larmes. « La greffe est payée. Tu vas guérir. » Aminata ferme les yeux, un soupir s'échappant de sa poitrine creuse, tandis que Fatou extrait les confirmations bancaires, les papiers froissés sous ses doigts, chaque ligne un bouclier contre la mort. Dans la cour de la maison familiale, poussiéreuse et bruissante de poules, elle rassemble ses frères. Mamadou, torse nu et musclé par les travaux occasionnels, frappe dans ses mains. Ousmane, lunettes perchées sur son nez, feuillette déjà un manuel d'ingénierie. Vos études sont assurées, plus de dettes. Mamadou bondit, l'étreignant d'un bras puissant. Tu es notre pilier, sœur. Ousmane ajuste ses verres, un sourire timide étirant ses lèvres. Je construirai des ponts pour relier nos mondes. Fatou hoche la tête, ses doigts traçant des cercles invisibles sur la table. En bois éraflé, un geste rituel pour canaliser sa force intérieure. Plus tard, dans le village voisin, elle décharge des caisses, équipements médicaux achetés en ligne, seringues, stériles et moniteurs cardiaques livrés par un camion, brinque-ballant. Les villageois s'attroupant, mains tendues, murmures de gratitude montant comme une prière collective. Fatou dirige la distribution d'un ton ferme, son dos droit comme un mât, assignant les outils aux infirmiers locaux. Pour nos mères, nos enfants. Une vieille femme, voilée de blanc, lui glisse une amulette. Tu portes l'esprit de ton grand-père, l'enseignant qui a étudié à Paris. Fatou touche le pendentif, un lien avec son héritage. Fille d'un éducateur sénégalais formé en Sorbonne, elle a hérité de sa soif de justice, ses nuits d'études sous les lampes à huile gravée dans sa mémoire. De retour à la maison, elle organise une réunion communautaire sous un baobab géant, branches étendues comme des bras protecteurs. Assis en cercle, voisins et amis écoutent peut-être ses plans. Avec ces fonds, nous construisons un dispensaire. Pas pour moi, pour nous tous. Ses mots claquent, précis, ses mains gesticulant pour ponctuer chaque idée. Un leadership inné, émergeant de son silence habituel. Un jeune homme, cicatrice de pauvreté sur les bras, note furieusement. Une femme enceinte hoche la tête, main sur son ventre. Fatou partage des histoires de Paris, les regards froids des passants, les nuits solitaires dans son studio, mais aussi la résilience des amis immigrés, leurs appels nocturnes renforçant son armure. Une lettre arrive le lendemain, envoyée par le chef du village, mots tracés d'une main tremblante, remerciements pour les appareils qui sauvent donc déjà des vies. Fatou la plie soigneusement, la glissant dans son sac pour Paris, un talisman contre l'isolement. Elle n'a pas cédé à la faiblesse. Au contraire, elle a transformé un piège en levier, ses actes forgeant un réseau de solidarité. À l'aéroport, embarquant pour le retour, elle serre les dents, son esprit tourné vers l'avenir. Pas de regret,
seulement une détermination accrue, ses racines sénégalaises ancrées plus profondément, prêtes à affronter les tempêtes parisiennes. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Antoine rumine encore, ignorant que ce monde qu'elle bâtit ébranle déjà les fondations de son propre empire. « Expliquez-vous !» Antoine aboie, son doigt pointé vers les relevés étalés sur la table basse, les chiffres accusateurs luisant sous la lueur d'une lampe halogène. Les 4 femmes se figent dans le salon, l'air chargé d'électricité. Chloé croise les jambes, son collier neuf cliquetant contre son sternum, et lance « Quoi ? J'ai investi dans mon image. C'est du business. » Ses ongles tambourinent sur son genou, un rythme agacé, amplifiant son dédain. Élodie redresse ses lunettes, voix tranchante. « Mes achats sont stratégiques, un appartement qui rapporte, pas de regret. » Son stylo cliquette contre son bloc-notes, un tic de juriste en défense. Léa hausse les épaules, sac à ses pieds. « J'ai célébré la vie, fête, voyage, c'est ça l'essence. » Son rire forcé craque, masquant une pointe d'insécurité. Antoine balaie leur justification d'un revers de main, son regard rivé sur Fatou, debout à l'écart, main jointe comme une sentinelle. « Et vous ? Pas de yacht, pas de diamant. » Fatou relève le menton, sa voix stable. « Pour ma famille, la santé de ma mère, l'avenir de mes frères. C'est tout. » Pas de plaidoyer, juste des faits nus, ses doigts effleurant machinalement le pendentif à son cou, un cercle d'argent gravé, héritage de son grand-père. Antoine s'approche, le papier tremblant dans sa main. « Vous avez sauvé des vies, les autres ont pillé. » Un silence tombe, brisé par Chloé qui ricane. Sentimentalisme bon marché. Elle joue la sainte pour vous attendrir. Élodie renchérit, plume grattant. C'est manipulatoire. Moi, j'ai planifié. Léa ajoute, voix aiguë. Au moins, nous sommes honnêtes sur nos désirs. Fatou ne bronche pas, mais ses yeux noirs flambent, un feu contenu. Antoine les fait taire d'un grognement. Honnête, vous avez révélé votre avidité. Il pivote vers Fatou, voix adoucie. Parlez-moi franchement. Elle hésite, puis lâche. Vous testiez la loyauté. J'ai choisi la mienne, à ceux qui m'ont élevé. Ces mots percent, évoquant Dakar sans pathos, ses épaules se relâchant pour la première fois. Antoine hoche la tête, un poids levant de sa poitrine, le regret se muant en admiration. J'ai eu tort. Votre choix m'ouvre les yeux. Pas d'excuse formelle, mais un aveu brut, ses poings se desserrant. Soudain, son regard accroche le pendentif de Fatou, l'argent reflétant une inscription familière. Il fouille un tiroir, extrait un vieux journal jauni, page craquante sous ses doigts. Ce motif, mon grand-père le décrivait ici. Il lit à voix haute, note sur un partenariat colonial au Sénégal, un accord foncier avec un éducateur local, mais taché de soupçons de fraude. Fatou touche le bijou. C'était à mon grand-père. Il a étudié à Paris, conclu des deals avec des Français. Leurs seuls regards se croisent, un choc électrique, le lien historique, un scandale enfoui reliant leur lignée. Quelqu'un a truqué ça, murmure Antoine, page tournée fiévreusement. Fatou hoche la tête. Ma famille a perdu des terres, peut-être pas un hasard. Chloé interrompt, voix stridente. Ridicule, on parle d'argent, pas d'histoire ancienne. Élodie croise les bras. Irrelevant pour le test. Léa bâille. Boring. On peut partir? Antoine les congédie d'un geste sec. Dehors, ce n'est plus votre affaire. Elles sortent, talons claquants en protestation, laissant un vide chargé. Seul avec Fatou, il range le journal. Nous devons creuser ça. Elle acquiesce, un pacte scellé sans mots, leur monde fusionnant dans cette révélation, un crochet vers un mystère plus grand, le passé colonial ressurgissant comme une ombre menaçante. Antoine sent un frisson, ce n'est plus un test personnel, mais une quête partagée,
son cœur battant au rythme d'une alliance naissante. Arrêtez de fouiner ou vous regretterez d'avoir mis les pieds en France. La voix rauque de Marcel Lefebvre, 60 ans, cousin éloigné et ancien majordome aux cheveux grisonnants clairsemés et à la canne cognant le sol, explose dans le combiné. Fatou raccroche d'un geste sec, son téléphone vibrant encore dans sa paume moite, tandis qu'elle accélère le pas dans une ruelle étroite du quartier de la Goutte d'Or. Marcel, tapi dans l'ombre d'un café voisin, ajuste son chapeau feutré d'un doigt, noueux, ses yeux plissés suivant sa silhouette, une haine viscérale envers les immigrés suintant de chaque pore, forgés par des décennies à servir les Duval tout en rongeant son amertume. Antoine, de l'autre côté de Paris, froisse le journal ancestral, ses ongles enfoncés dans le papier jauni. Ce pendentif, il lit nos familles. Fatou, assise en face, touche le bijou d'un effleurement. Mon grand-père a perdu tout à cause d'un Français comme le vôtre. Leurs mots claquent, un duo improvisé contre l'inconnu. Mais le téléphone sonne à nouveau. Fatou l'ignore, mais Marcel, dans son antre d'un appartement poussiéreux à Montmartre, compose un autre numéro anonyme, sa canne tapotant le plancher comme un compte à rebours. Elle creuse trop profond, il faut l'arrêter. Marcel se lève, boitant vers un coffre verrouillé, ses clés tintant d'un son métallique. Il extrait des dossiers jaunis, contrats coloniaux falsifiés, signatures imitées du grand-père d'Antoine, des terres sénégalaises spoliées pour des mines d'or illégales. Tout ça pour protéger l'héritage, grommelle-t-il, ses lèvres tordues en un rictus. Cousin par alliance, il a enterré ses preuves pour siphonner une part des bénéfices des virements discrets vers des comptes par Suisse, son avidité masquée sous un vernis de loyauté familiale. Mais maintenant, avec Fatou et Antoine sur la piste, il agit. Une lettre nécrologique glissée sous la porte de Fatou ce soir-là. Mautre tapé à la machine, rentrez au Sénégal avant que le passé ne vous enterre. Fatou trouve l'enveloppe en rentrant, la déchire d'un ongle précis, ses yeux s'écarquillant. Menace. Elle appelle Antoine, voix ferme. Quelqu'un sait. Il arrive en voiture, klaxon hurlant, et examine la missive. Ça sent le complice interne. Marcel, observant de loin, via un contact payé, un chauffeur discret aux yeux fuyants, serre sa canne jusqu'à ce que le bois craque. La Noire et le patron, ils vont payer. Il contacte un vieil allié, un notaire corrompu, ordonnant « Détruisez les originaux ». Le notaire hoche la tête au téléphone, dossier de brûlant déjà dans un incinérateur, fumée s'échappant en volutes noires. Mais Fatou ne fléchit pas. Elle fouille ses propres archives familiales, envoyées par courrier express de Dakar, lettre du grand-père dénonçant la fraude, un nom récurrent, Lefebvre. C'est lui, souffle-t-elle à sa Antoine, lors d'une rencontre clandestine dans un parc, banc froid sous leurs cuisses. Marcel, posté derrière un arbre, photographie la scène d'un clic furtif, son appareil dissimulé dans sa poche. Preuve contre moi? Jamais. Il envoie l'image à un hacker anonyme. Effacer leurs traces numériques. La tension monte, ses pas boiteux le ramenant chez lui, où il verrouille la porte d'un tour de clé, son cœur battant un rythme de trac. Fatou et Antoine, ignorant sa proximité, planifient « Allons en Sénégal ». Mais Marcel sourit dans l'ombre, une nouvelle lettre prête. Votre alliance finira en cendres. Son hostilité raciale, mêlée à l'avidité, forge un mur contre leur quête, un antagoniste tapi, prêt à se frapper. L'avion atterrit à Dakar dans un rugissement de moteur, poussière ocre tourbillonnant autour des roues. Fatou descend la première, son pendentif serré dans son poing, un talisman contre l'inconnu. Antoine suit, journal ancestral glissé sous son bras, son costume froissé par le vol, une sueur froide perlant à son front. « Commençons par ma famille », dit-elle, voix coupante comme un vent du désert.
Ils filent en taxi vers la maison d'Aminata, klaxons hurlant dans les rues encombrées, où la mère de Fatou les accueille d'une étreinte ferme, ses reins encore fragiles marquant ses mouvements lents. « Le passé est enterré ici », murmure Aminata, extrayant une boîte métallique rouillée dessous un lit, couvercle grinçant sous ses doigts arthritiques. Dedans, des lettres jaunies, tampons coloniaux effacés, dénonçant la spoliation des terres familiales par un certain Duval en 1950. Fatou lit à voix haute, ses lèvres tremblant. « Ton grand-père a signé, mais on l'a forcé. Des mines d'or promises, volées. » Antoine pâlit, comparant aux notes de son propre journal. Signature discordante, date manipulée. Mon grand-père, complice d'une fraude. Ses poings se crispent, un dégoût montant comme une bile. Il photographie les documents d'un clic rapide, flash illuminant la pièce sombre, puis se dirige vers les archives nationales. Un bâtiment colonial aux murs craquelés. Là, un archiviste âgé, barbe blanche et lunettes fendillées, extrait des registres poussiéreux après un bakchich discret. Voici, transfert de terre à un Lefebvre, intermédiaire. Le nom claque comme un coup de fouet. Marcel, le cousin, apparaît comme le pivot, falsifiant des actes pour détourner des royalties minières vers des comptes familiaux. Antoine frappe la table d'un poing sourd. Il protège son butin. Fatou hoche la tête, ses tresses balayant, et cache le vol initial. Il copie les pages fiévreusement, papier crissant sous leurs mains, un puzzle se formant, spoliation coloniale masquée en partenariat, profit siphonné sur des décennies. Soudain, un vieil homme entre, canne claquant. J'étais témoin. Ses yeux voilés par les ans, il s'assoit, voix rauque. Ton grand-père, Fatou, a été piégé lors d'une réunion à Saint-Louis. Duval a promis l'égalité, mais Lefebvre a altéré les papiers la nuit venue. Antoine interroge, note griffonnée. Preuve? Le témoin pointe une carte, le cimetière familial, une stèle gravée avec les vrais noms. Ils partent aussitôt, jeep brinque-ballante sur les routes sableuses, poussière envahissant l'habitacle. Au cimetière, tombe usée par le vent. Ils localisent de la stèle. Inscriptions effacées, mais un nom clair. Ndiaye Duval, lien hybride. Fatou gratte la pierre d'un ongle, révélant une date frauduleuse. Voici la preuve. Mais un moteur gronde au loin. Un suiveur envoyé par Marcel, moto vrombissante, les pistes. Antoine accélère, jeep bondissant sur les dunes, poursuivi dans une course haletante. Fatou crie « À droite !» Il bifurque vers un village, semant l'ombre dans un nuage de sable. Essoufflé, il se photographie la stèle, cœur battant à l'unisson. De retour à l'hôtel, il compile. Document prouvant le vol initial par le grand-père d'Antoine, couvert par Marcel pour s'approprier un tiers des mines. Virement récent vers des banques offshore. « Il nous traque », dit Fatou, verrouillant la porte d'un tour sec. Antoine hoche la tête. « Mais nous avons l'avantage maintenant. » Leur alliance se renforce, regards croisés comme des lames affûtées, la traque s'inversant, vers Paris, où Marcel attend, ignorant que le filet se resserre. Antoine enfonce la clé dans la serrure, cachée du bureau de la villa parisienne. Un déclic métallique brisant le silence nocturne. Le panneau secret coulisse, révélant un coffre mural poussiéreux. Fatou, lampe torche en main, balaie le faisceau sur des dossiers entassés, ses doigts effleurant les étiquettes jaunies. Ici, les originaux. Antoine tire un classeur, page craquant sous la pression, des contrats coloniaux émergent. Signature du grand-père Duval, barrée et réécrite d'une encre plus fraîche. Falsification grossière, grogne-t-il, son index traçant les altérations, un tremblement trahissant la fureur montante. Fatou saisit un relevé bancaire, chiffres alignés comme des soldats, virement mensuel vers un compte suisse, nom du bénéficiaire, Lefebvre. Marcel, il siphonne depuis des décennies. Ses lèvres se pincent,
un feu intérieur durcissant son regard, elle feuillette plus vite, dénichant une lettre datée de 1962. Couvre la spoliation, où je révèle tout, signé par le grand-père, adressé à un complice. Antoine arrache le document. Mon aïeul a volé les terres Ndiaye pour des mines illégales, mais Marcel a truqué les preuves pour en prendre un tiers. Un choc le traverse, ses genoux fléchissant une seconde, poing cognant le mur, écho sourd, résonnant. Soudain, le téléphone d'Antoine vibre, un appel masqué. Il active l'enregistrement d'un pouce rapide, haut-parleur enclenché. La voix de Marcel grésille. Le notaire a brûlé les copies. Si Duval creuse plus, envoyez les hommes. Un rire rauque suit. Cet immigré Ndiaye, éliminez-la discrètement. L'héritage est à moi. Un tiers des mines, des millions cachés depuis l'indépendance. Le clic de fin d'appel fige l'air. Fatou presse stop, son souffle court. Il avoue, trahison totale. Antoine fixe l'écran, veine saillante au cou. Pas juste un vol colonial, une trahison familiale. Marcel a manipulé mon grand-père mourant, falsifié pour s'approprier les royalties. Les pièces de s'assemblent comme un puzzle macabre. Le grand-père, affaibli, signe sous pression. Marcel, cousin ambitieux, altère les actes pour détourner les flux miniers, masquant le crime originel sous des couches de mensonges. Il a semé mes préjugés, admet Antoine, voix brisée, se rappelant les murmures de Marcel sur ces Africains profiteurs. Fatou touche son pendentif et ruiné ma lignée, mais maintenant, on le tient. Elle transfère l'enregistrement sur un drive sécurisé, doigt d'or au volant sur le clavier, un geste de vengeance précise. Un bruit dehors, une ombre passe à la fenêtre. Antoine éteint la lampe d'un geste sec. Il nous suit. Il se tapisse, cœur battant à l'unisson. Une silhouette boiteuse s'éloigne, canne cognant le pavé. Marcel venu vérifier. Fatou murmure. La preuve ultime. Il a trahi pour l'or, couvert un génocide économique. Antoine serre les dents et perpétue le racisme pour me contrôler. Le révélation les unit plus fort, un serment silencieux dans l'obscurité. Plus qu'une fraude, un empire bâti sur du sang sénégalais. Marcel au centre comme un venin. Il range les dossiers, verrouille le coffre d'un tour ferme, prêts à contre-attaquer. L'enregistrement comme une bombe à retardement. Vous êtes fini, Marcel. Fatou claque la porte du bureau de la villa, son pendentif cognant contre sa poitrine comme un marteau de justice. Marcel Lefebvre pivote sur sa chaise, canne brandie comme une arme, ses yeux injectés de sang plissé en fente venimeuse. Toi, la Sénégalaise, dans ma villa? Sa voix gronde, un venin raciste suintant de chaque syllabe, tandis qu'il active un bouton sous son bureau, un signal discret, appelant ses sbires. Fatou avance d'un pas ferme, dossier en main. Les preuves, vous avez volé, truqué, trahi. Ses doigts serrent pour les papiers, jusqu'aux jointures blanchies, un feu intérieur la propulsant. Marcel ricane, se levant d'un bond, boiteux, canne claquant le sol. Pauvre idiote, ces terres étaient à nous. Ton grand-père n'était qu'un pion. Il arrache le dossier, le feuillette d'une main tremblante, page déchirée sous ses ongles jaunis. Duval ne saura rien, mais Fatou riposte, voix tranchante. Il sait déjà. L'enregistrement vous condamne. Marcel pâlit, veine saillante au cou, et jette les documents au sol, piétinant les fragments d'un talon rageur. Tu vas payer pour ça. Il sort un téléphone, compose un numéro rapide. Maintenant, éliminez-la. Dehors, deux silhouettes émergent des ombres. Homme de main aux bras tatoués, masque noir sur le visage, approchant la villa comme des loups. Fatou entend le crissement de pneus, pivote vers la fenêtre. Ils arrivent. Marcel bloque la sortie, canne barrant la porte. Tu ne sors pas vivante. Elle feinte à gauche, le pouce d'un coup d'épaule précis, son corps agile forgé par les marchés dakariens,
esquivant son emprise. Marcel trébuche, canne glissant, mais il attrape son bras, ongles enfoncés dans sa chair. Sale immigré! Fatou se dégage d'une torsion vive, douleur lancinante mais ignorée, et s'élance vers l'escalier, pieds martelant les marches. Les sbires forcent l'entrée arrière, verrouillent ses dents sous un pied de biche grinçant. « Par ici !» crie l'un, pistolet dégainé, ombre projetée sur les murs. Fatou bondit dans les rudes du Marais, pavé glissant sous la pluie fine, son souffle rauque rythmant la fuite. Les poursuivants accélèrent, bottes lidotes claquant, un tir de semonce effleurant un mur, éclat de pierre volant. Elle zigzague dans les ruelles, cœur cognant, se rappelant les jeux d'enfance dans les souks. Tourne, cache-toi. Un appel rapide sur son portable. Communauté, à l'aide. Voix dans Wolof, alertant un réseau sénégalais parisien. Soudain, un allié surgit. Un vieil homme, ami du grand-père Duval, barbe grise et manteau usé, posté dans une boutique voisine. « Par ici, fille !» Il ouvre une porte dérobée, la tire à l'intérieur d'un atelier d'art africain, masque Wolof couvrant les murs. Les sbires se passent, jurons étouffés, cherchant en vain. Fatou halète, adossé à un totem. « Comment saviez-vous » L'homme touche son propre pendentif identique. « Ton grand-père m'a sauvé autrefois. Duval Senior m'a confié des secrets. Marcel m'a menacé, mais je surveille. » Il extrait une clé USB. Preuve donc supplémentaire. Virement direct. « Suivez-moi !» L'allié d'Antoine, barbe grise frémissante, tire Fatou par le bras dans l'atelier sombre. Masques africains, jetant des ombres menaçantes sur les murs. Elle halète, poitrine se soulevant en saccade, tandis qu'il verrouille la porte d'un tour sec. Marcel a un bureau secret à Montmartre. J'ai la clé. Fatou hoche la tête, essuyant la sueur de son front, son pendentif froid contre sa peau comme un rappel brûlant. Antoine arrive en trombe, voiture freinant dans un crissement de pneus, portière claquant. Fatou, les sbires? Elle pointe la rue. Semé. Mais on doit frapper maintenant. Il file vers l'appartement de Marcel, nuit parisienne, les enveloppant comme un manteau noir. Antoine compose un code sur son téléphone, alertant un contact dans la communauté sénégalaise. Bloquer les issues. Des silhouettes émergent, des coins sombres, marchands, taxis, amis immigrés formant un réseau invisible, yeux vigilants balayant les trottoirs. Fatou mène, ses pas silencieux comme dans les ruelles de Dakar, évitant les flaques reflétant les néons. Son bureau est au sous-sol, caméra partout. Antoine extrait un jammer électronique, l'active d'un clic, neutralisé. Il force à la porte arrière, crochetage précis sous les doigts de Fatou, appris dans l'urgence des vies pays précaires. L'escalier descend en spirale, air moisi les assaillants. Au bas, un bureau encombré de piles de dossiers, ordinateur ronronnant. Antoine s'assoit, doigt volant sur le clavier. Mot de passe, essayons Duval trahi. Refusé. Fatou fouille les tiroirs, papier froissé sous ses mains. Ici, une note, 1950 or. Il tape, le coffre s'ouvre dans un bip électronique. Dedans, relevé bancaire, virements illégaux vers des mines sénégalaises, millions détournés. Soudain, un twist, un nom récurrent, un comptable de la société Duval, complice. Il n'est pas seul, murmure Antoine, imprimant les preuves d'un geste fébrile, machine crachant les pages. Fatou saisit un disque dur. Copions tout. Mais un bruit, pas boiteux dans l'escalier. Marcel descend, canne cognant, pistolet dégainé. Intrus. Il tire, balle sifflant près de l'oreille de Fatou. Elle plonge derrière un bureau, cœur martelant. Antoine riposte, jetant une lampe qui explose en éclats, obscurité envahissant la pièce. Fatou rampe, saisissant la canne de Marcel d'une traction vive, le déséquilibrant. Il tombe, grognant, arme glissant. Antoine bondit, plaquant son cousin au sol, genou sur sa poitrine. « À vous !» Marcel crache. « L'or est à moi.
Ton grand-père m'a promis un tiers pour couvrir le vol. Fatou active son téléphone, enregistrant. Et le comptable? Marcel rit, essoufflé. Il signe les virements, mais vous n'avez rien. Elle brandit le disque. Tout est là. Dehors, la communauté surgit. Porte forcée, main ferme, immobilisant Marcel. Ils extraiteront les preuves finales. Log bancaire, confirmant les transferts frauduleux. Un tiers des mines siphonnées, annuellement. Antoine menotte Marcel, avec une ceinture improvisée, appelant la police d'un doigt tremblant. Fatou range les documents, un soulagement froid l'envahissant. Justice pour ses ancêtres, pour les terres volées. Le complice comptable, révélé, fuit déjà, mais le filet se resserre, sirène hurlant au loin. Fatou la saisit, doigt d'eau tremblant, un lien inattendu, renforçant sa résolution. Marcel boitant vers sa voiture, téléphone à l'oreille. Trouvez-la, brûlez tout. Ses sbires reviennent, bredouilles, visage sombre. Fatou émerge de l'atelier, allié à ses côtés, courant vers un taxi. Vers Antoine. La poursuite reprend, moto vrombissante derrière, mais elle utilise un raccourci sénégalais, appel à un marchand de rue, bloquant la voie d'un chariot. Échappée de justesse, sirène lointaine hurlant, elle serre la USB. Danger écarté pour l'instant, mais le piège se resserre. Marcel déchaîné, prêt à tout pour enterrer son empire de mensonges. « Suivez-moi » L'allié d'Antoine, barbe grise frémissante, tire Fatou par le bras dans l'atelier sombre, masques africains jetant des ombres menaçantes sur les murs. Elle halète, poitrine se soulevant en saccade, tandis qu'il verrouille la porte d'un tour sec. Marcel a un bureau secret à Montmartre. J'ai la clé. Fatou hoche la tête, essuyant la sueur de son front, son pendentif froid contre sa peau comme un rappel brûlant. Antoine arrive en trombe, voiture freinant dans un crissement de pneus, portière claquant. Fatou, les sbires? Elle pointe la rue. Semé. Mais on doit frapper maintenant. Il file vers l'appartement de Marcel, nuit parisienne, les enveloppant comme un manteau noir. Antoine compose un code sur son téléphone, alertant un contact dans la communauté sénégalaise. Bloquer les issues. Des silhouettes émergent des coins sombres. Marchands, taxis, amis immigrés formant un réseau invisible, yeux vigilants balayant les trottoirs. Fatou mène, ses pas silencieux comme dans les ruelles de Dakar, évitant les flaques reflétant les néons. Son bureau est au sous-sol, caméra partout. Antoine extrait un jammer électronique, l'active d'un clic, neutralisé. Il force de la porte arrière, crochetage précis sous les doigts de Fatou, appris dans l'urgence des vices précaires. L'escalier descend en spirale, air moisit les assaillants. Au bas, un bureau encombré de piles de dossiers, ordinateur ronronnant. Antoine s'assoit, doyette volant sur le clavier. Mot de passe, essayons Duval trahi. Refusé. Fatou fouille les tiroirs, papier froissé sous ses mains. Ici, une note, 1950 or. Il tape, le coffre s'ouvre dans un bip électronique. Dedans, relevé bancaire, virements illégaux vers des mines sénégalaises, millions détournés. Soudain, un twist, un nom récurrent. Un comptable de la société Duval, complice. Il n'est pas seul, murmure Antoine, imprimant les preuves d'un geste fébrile, machine crachant les pages. Fatou saisit un disque dur. Copions tout. Mais un bruit, pas boiteux dans l'escalier. Marcel descend, canne cognant, pistolet dégainé. Intrus. Il tire, balle sifflant près de l'oreille de Fatou. Elle plonge derrière un bureau, cœur martelant. Antoine riposte, jetant une lampe qui explose en éclats, obscurité envahissant la pièce. Fatou rampe, saisissant la canne de Marcel d'une traction vive, le déséquilibrant. Il tombe, grognant, arme glissant. Antoine bondit, plaquant son cousin au sol, genou sur sa poitrine. « À vous !» Marcel crache. « L'or est à moi. Ton grand-père m'a promis un tiers pour couvrir le vol. » Fatou active son téléphone, enregistrant.
Et le comptable? Marcel rit, essoufflé. Il signe les virements, mais vous n'avez rien. Elle brandit le disque. Tout est là. Dehors, la communauté surgit. Porte forcée, main ferme, immobilisant Marcel. Ils extraient dans les preuves finales, log bancaire confirmant les transferts frauduleux, 1/3 des mines de siphonnées annuellement. Antoine menotte Marcel avec une ceinture improvisée, appelant la police d'un doigt tremblant. Fatou range les documents, un soulagement froid l'envahissant. Justice pour ses ancêtres, pour les terres volées. Le complice comptable, révélé, fuit déjà, mais le filet se resserre, sirène hurlant au loin. Silence! Antoine tonne, sa voix résonnant dans le grand salon de la villa, où les invités se figent comme des statues. Chloé, Élodie et Léa, assises en rang d'oignons, échangent donc des regards nerveux, leurs achats extravagants soudain pesant comme des chaînes. Marcel, menotté par la ceinture improvisée, est traîné au centre par Antoine, canne abandonnée claquant au sol. Fatou avance, disque dur brandi comme une épée, son regard noir transperçant l'assemblée. Famille, Duval élargie, notaires et comptables alignés, communauté sénégalaise en arrière-plan, poing serré. Voici la vérité, déclare Fatou, branchant le disque à un projecteur, image défilant, relevé bancaire illuminant l'écran, virement frauduleux vers les mines, signature falsifiée clignotant en rouge. Marcel a détourné 1/3 des profits coloniaux, a couvert le vol de terre à ma famille. Ses mots claquent, précis, son doigt pointant les lignes accablantes, un tremblement de rage contenu dans sa voix. Marcel se tortille, sueur perlante à son front. Mensonge, c'est pour l'héritage Duval. Mais Antoine active l'enregistrement, sa voix grésillante emplissant la pièce. Éliminez-la, l'or est à moi. Un murmure monte, la famille Crossola Duval pâlit. Un cousin éloigné se lève. Impossible. Chloé blêmit, collier scintillant soudain vulgaire. Ça n'a rien à voir avec nous. Élodie ajuste ses lunettes, voix chevrotante. Mais les tests, c'était pour l'argent? Léa cache son visage, sac à ses pieds, comme des preuves d'avidité. On a juste profité. Fatou pivote vers elle. Votre luxe sur du sang volé. Regardez la réalité. L'écran montre des photos des mines. Travailleurs sénégalais courbés, terre ravagée. Un écho à la spoliation initiale. Marcel craque, genoux fléchissants. D'accord, j'ai truqué pour ma part. Ton grand-père, Antoine, était faible. J'ai pris ce qui me revenait. Ces mots sortent en rafale, aveux crachés comme du venin, canne inutile à ses pieds. Antoine le secoue. Et le racisme, tu m'as empoisonné contre elle pour cacher ça. Marcel rit jaune. Les Africains, des pions. Mais toi, naïf, tu tombes pour elle. Fatou s'avance, pendentif, luisant. Plus maintenant. Justice pour les miens. La police surgit, sirène hurlant dehors, menottes cliquetant autour des poignets de Marcel. Il est emmené, boitant, regards accusateurs le suivant. Le comptable complice, assis au fond, se lève pour fuir, mais la communauté bloque, main fermée, l'immobilisant. « À vous !» crie un Sénégalais, poing levé. Le comptable balbutie. « J'ai signé les virements. » Sous ordre. Antoine ordonne. « Arrêtez-le. » Menottes Pelgui claquent à nouveau. Salle bourdonnant de chaos contrôlé. Chloé fond en larmes, arrachant son collier. On était aveugles. Élodie range son stylo. Notre avidité, ridicule. Léa jette un sac. Pardon. Fatou hoche la tête, sans pitié. Changé. Antoine ferme l'écran d'un clic. Le passé est révélé. Plus de mensonges. L'assemblée se disperse. Justice pulsant dans l'air. Marcel emmené vers sa chute. Un empire de fraude effondré en un instant. Marcel Lefebvre, vous êtes condamné à 15 ans de prison pour fraude, falsification et détournement de fonds.
Le marteau du juge s'abat comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience bondée, écho résonnant contre les boiseries du tribunal de Paris. Marcel, menottes aux poignets, s'effondre sur son banc, canne inutile à ses pieds, son visage ridé tordu en une grimace de défaite absolue. Ses yeux, autrefois plissés de haine, se voilent de terreur pure, tandis que les gardes l'empoignent, le traînant vers la sortie, ses pas boiteux traînant sur le sol poli. Fatou, assise au premier rang, serre les accoudoirs jusqu'aux jointures blanchies. Un soulagement froid, l'envahissant comme une vague glacée. Antoine, à ses côtés, hoche la tête, son menton carré crispé, un poids liftant enfin de sa poitrine. Le procureur énumère « Restitution des terres sénégalaises, spoliées, un tiers des mines reversées à la communauté ndiaye. » Des murmures approbateurs montent en shrouni de la galerie, représentants sénégalais en boubou coloré, poings levés en signe de victoire muette. Marcel crache un dernier venin. « Vous ne comprenez rien, c'était pour la famille. » Mais le juge balaie. Votre racisme et votre avidité ont empoisonné des générations. Fin de l'audience. Dehors, flash de caméras crépitent comme des fusils. Antoine affronte les micros, voix ferme. J'admets mes erreurs, mes préjugés ont aveuglé ma vue. Marcel a trahi, mais j'ai laissé faire. Ses mots claquent, sincères, son alliance absente brillant par son vide. Un aveu public, poitrine, offerte aux critiques. Fatou s'avance, pendentif luisant au soleil. Justice pour mes ancêtres, les terres reviennent au village. Elle touche son bras, un geste bref mais chargé, scellant leur alliance forgée dans le feu. Au Sénégal, les actes suivent. Avocats débarquent à Dakar, papier signé d'une plume rapide, transférant les titres fonciers. Aminata, rétablie, pose la première pierre d'un dispensaire sur les terres récupérées, marteau cognant la brique, larmes coulant sur ses joues de rosée. Pour toi, Fatou. Les frères, diplômes en poche, dirigeront les opérations minières équitables, outils claquant contre le roc, un cercle vertueux naissant. À Paris, le comptable complice craque en cellule, aveu signé d'une main tremblante. Marcel m'a forcé, tout est là. Dernier nœud dénoué, dossier scellé par un tampon judiciaire. Antoine, seul dans la villa vidée, range les vieux journaux, un dernier regard sur les pages jaunies, passé exorcisé. Fatou entre, voix douce, « C'est fini ». Il acquiesce, un sourire naissant. Non, c'est un début. Les murmures extérieurs s'estompent, la communauté sénégalaise célébrant dans les rues, les chants wolof montant comme une prière. Marcel, emmené en fourgon, fixe les barreaux, solitude le rongeant, justice implacable, tous les fils de l'intrigue tranchés net, un équilibre restauré. Voici le chèque. Antoine tend l'enveloppe d'une main ferme, ses doigts tremblant légèrement sous le poids symbolique, lors de la conférence de presse bondée au cœur de Paris. Flash crépite comme des fusils, micro tendu vers lui, tandis qu'il annonce. La fondation Douval Ndiaye, étonnée. 1 milliard d'euros pour réparer les injustices coloniales. Son menton carré se relève, un feu nouveau dans les yeux, effaçant les ombres de ses erreurs passées. Fatou, à ses côtés, pendentif scintillant sous les projecteurs, hoche la tête. Pour l'éducation et la santé en Sénégal, pour les immigrés ici. Sa voix claque, précise, ses mains jointes, trahissant une force intérieure inébranlable. Ils organisent l'événement inaugural au jardin des Tuileries. Tente blanche, dressée d'olé comme des voiles d'espoir. Table chargée de plats. Sénégalais, thiéboudienne fumant, bissap rougeoyant. Antoine serre des mains, son costume impeccable froissé par les étreintes. Je change les politiques de l'entreprise. Mines équitables, salaire juste pour les travailleurs africains. Ces mots sortent en rafale, un vœu de rédemption, tandis qu'il signe des accords avec des ONG, plumes grattant le papier comme un scalpel sur une plaie.
Fatou dirige, assignant des rôles d'un geste vif. Toi, distribue les brochures. Là, prépare les discours. Elle devient partenaire, reliant les mondes. Appels à Dakar pour des fonds immédiats, virements claquants sur les écrans. Chloé arrive, collier absent, main nue, tendant un don. J'ai vendu mes achats, pour la fondation. Ses ongles, autrefois tapotants, serrent une enveloppe, un remords visible dans son regard baissé. Élodie suit, dossier sous le bras. Je défends pro bono les immigrés, mon expertise pour réformer. Son stylo cliquait une dernière fois, signe de capitulation. Léa, sacs oubliés, organise un gala, mes contacts pour lever des fonds. Plus de fêtes vides. Elles joignent l'effort, regards croisés avec Fatou. Un pardon tacite, leurs avidités passées transmutées en action. Au Sénégal, les premiers impacts frappent. Cliniques construites, marteaux cognant la pierre. Enfants en uniforme courant vers des écoles d'œuvres neuves. Cahiers claquant sur les pupitres. Aminata inaugure un centre médical, ruban coupé d'un ciseau tremblant. Grâce à toi, Fatou. Les frères dirigent des ateliers, outils vrombissants formant des jeunes ingénieurs. Antoine visite, botte dans la poussière, serrant des mains calleuses. Je répare ce que mon sang a brisé. Fatou murmure, l'espérance naît du changement. Leur duo pulse, un pont transatlantique forgé dans le feu, fondation florissante, politique d'entreprise révisée, communautés unies. L'espoir s'étend, une vague irrésistible, balayant les cicatrices pour un avenir partagé. « Je le veux !» murmure Fatou, sa voix résonnant dans la petite chapelle de Saint-Germain-des-Prés. Robe simple en coton blanc, serrée contre son corps, pendentif ancestral, luisant comme un phare. Antoine, terneau bleu sombre, impeccablement ajusté, serre sa main, ses doigts entrelacés aux siens, un tremblement d'émotion trahissant son cœur autrefois blindé. Pas de foule mondaine, seulement Aminata. Sourire radieux, malgré ses cicatrices rénales. Ibrahima tenant un bouquet improvisé et les frères applaudissant d'un claquement sec. Le prêtre hoche la tête, alliance glissée d'un geste fluide, scellant un lien forgé dans les flammes de la justice. 9 mois plus tard, dans une maternité publique de Dakar, le cri du nouveau-né perce l'air chargé d'antiseptiques. Fatou, sueur perlant à son front, serre le bébé contre sa poitrine. Bienvenue, Cédar, nommé d'après le poète grand-père, peau ébène luisante sous les néons. Antoine, yeux humides, coupe le cordon d'une main tremblante, un père naissant dans l'humilité. Notre famille, souffle-t-il, embrassant son front, un pont vivant entre Paris et Dakar, effaçant les fractures coloniales. À Paris, Chloé redessine des collections éthiques, tissus sénégalais claquant sur sa table à dessin, ses ongles autrefois frivoles, maintenant tachés d'encre. J'ai appris l'humilité, avoue-t-elle lors d'un gala de la Fondation, dont le massif tendu d'une main stable. Élodie plaide pour des immigrés, dossier claquant en cours, son stylo signant des victoires contre l'injustice. L'avidité m'aveuglait. Maintenant, je vois. Léa, ambassadrice, organise des événements solidaires, flash crépitant autour d'elle, mais son rire authentique, sacs oubliés pour des causes réelles. Antoine, dans son bureau vidé, signe le transfert. 90% de sa fortune à la fondation, papier froissé sous sa plume, un allègement libérateur. L'argent n'achète pas l'amour vrai, déclare-t-il à la presse, voix ferme. Fatou à ses côtés, main sur son ventre arrondi d'une seconde grossesse. Ils vivent les simplement. Villa transformée en centre communautaire. Rire d'enfants sénégalais résonnant dans les couloirs autrefois froids. Flash forward, Cédar, adolescent, explore les mines réformées, outils en main, apprenant l'histoire biculturelle. Père, l'héritage est dans le cœur, pas l'or. Antoine hoche la tête, cheveux grisonnants, et la justice guérit les plaies. Leçon gravée. L'argent corrompt les âmes superficielles,
Mais la bonté transcende les frontières, effaçant les injustices sociales par l'amour authentique. Fatou et Antoine, enlacés sous un baobab lors d'un voyage annuel, murmurent. L'espérance renaît des cendres. Leur vie, un testament vivant, famille unie, monde réconcilié, un avenir où le passé nourrit, sans enchaîner. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Antoine et Fatou nous rappelle que l'amour véritable triomphe des injustices et des préjugés, transformant les cœurs et les vies. Que pensez-vous de cette quête de rédemption? Partagez vos réflexions dans les commentaires ou sur nos réseaux. Votre voix compte. Merci infiniment d'avoir écouté avec nous aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. Prenez soin de vous.